Amis des capteurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des capteurs de température. Il y a un internaute quelque temps qui m'a suggéré de faire une petite vidéo là-dessus, et pourquoi pas. Sachant que le but ici va être d'être très général, et de vous présenter de façon très superficielle, on va dire, les capteurs de température qu'on utilise le plus fréquemment. Alors déjà, indépendamment du type de capteur, qu'est-ce qui est important dans un capteur de température? On va voir que, comme beaucoup de capteurs d'ailleurs, c'est pas forcément propre à eux, la chose la plus importante déjà, c'est la gamme de température mesurée, c'est-à-dire en gros, c'est quoi les limites. On va dire ce truc-là, ça peut mesurer, je sais pas, de 0 à 100, de moins 200 à 1000, donc ça c'est la gamme. À pas forcément confondre avec la gamme de température supportée. C'est-à-dire que le capteur peut être résistant à des températures plus élevées, hein, cette gamme-là est généralement quand même plus grande que celle-là, mais ne plus être linéaire ou ne plus fonctionner correctement. Donc ça c'est quelque chose qui est important, sachant que il faut savoir après justement éventuellement quelle est la résilience du capteur. Si à un moment donné il dépasse complètement je veux dire ses limites, comment il va s'en sortir éventuellement. Ensuite, il y a la précision absolue. Alors c'est quoi, pourquoi je dis sans étalonnage? Parce que dans l'étalonnage, il faut bien regarder de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'étalonnage de la sonde, du capteur en lui-même, ou de tout le système? Un capteur peut être livré en disant il n'y a pas besoin de l'étalonner, moi je vous garantis qu'il est dans telle spécification. Ça n'empêche pas que derrière, le système d'affichage, par exemple, peut être étalonné. Ici, on va dire, c'est la précision absolue. On va dire, voilà, tel capteur, moi je vous garantis qu'il donne, je sais pas, 0 volts à 0 degré par exemple. Donc ça, c'est on va dire, la précision donc absolue. Après, il y a bien sûr la linéarité. Alors ça, c'est pour tout capteur quelque chose de très important. En gros, le capteur, il est censé donner une courbe de réponse disant, voilà, telle valeur pour telle température. La linéarité, c'est en gros c'est la progression de l'erreur sur toute la gamme mesurée. La répétabilité, alors ça c'est un petit peu différent. La répétabilité, ça veut dire mon capteur, je sais pas, je le mets à 20 degrés, il me donne une mesure, je le mets à 100, je le remets exactement à 20, est-ce qu'il va me donner exactement la même mesure? Alors ça c'est quelque chose qui est assez important, et on va voir que les thermocouples par exemple n'ont pas une super répétabilité de ça. Après il y a la stabilité dans le temps. C'est comment ça va vieillir ce truc là, est-ce qu'il va falloir justement l'étalonner souvent, quelle va être la fiabilité. Et là encore par exemple on va voir que les PT100 sont plutôt très stables dans le temps, que les thermocouples surtout s'ils sont souvent soumis à des grosses différences de température, c'est pas top. La résolution, c'est quel est le plus petit écart de température mesurable. Alors sur des capteurs qui ont des sorties digitales, généralement la résolution, ça sera de toute façon pas inférieur au bit. Hein. Si c'est un truc sur 12 bits, de toute façon, la résolution, c'est le range divisé par 1024. Là, ici, c'est assez simple à comprendre. Par contre, si c'est un capteur analogique, la résolution, elle peut être de deux sortes. Elle peut être déjà, au bout d'un moment, le rapport signal-bruit va être tel qu'on n'arrivera plus à distinguer. Mais en même temps, même pour des raisons propres à la technologie du capteur, des fois, il peut ne pas avoir des résolutions qui sont pas terribles. Après, bien sûr, selon le capteur, c'est comment il fonctionne, hein, c'est quoi le principe de son fonctionnement, la technologie. Donc on va voir qu'il y a différentes technologies, et l'interface électrique. Alors déjà, c'est lié les deux, mais en même temps, on voit que maintenant, il y a de plus en plus de capteurs qui de toute façon donnent une interface binaire, genre un bus I2C, quelque chose comme ça. Donc indépendamment du principe de fonctionnement, si on veut l'utiliser, bien sûr, c'est intéressant de savoir comment on va l'utiliser. Après, il y a deux éléments qui sont très importants, la résistance thermique et le temps de réponse, sachant que quelque part, ils sont quand même liés. La résistance thermique, on en a déjà parlé, qu'est-ce qui va s'opposer au fait que le cœur de la sonde, à un moment donné, arrive à la même température de ce qu'on veut mesurer. Pour une sonde, il va toujours falloir essayer de limiter au maximum la résistance thermique de façon à ce que, justement, elle réponde vite. En même temps, le temps de réponse, il dépend bien sûr de ça. Il peut aussi dépendre des fois de la technologie employée. Enfin, ça, c'est quelque chose de vraiment d'important. Et on verra, par exemple, que les thermocouples, généralement, ont des meilleurs temps de réponse, par exemple, que les PT100. La fiabilité. On parle du MTBF, ça veut dire Medium Time Between Fire. Ça veut dire temps moyen entre pannes. C'est généralement une donnée fournie par le fabricant qui dit, voilà, moi je vous garantis qu'en moyenne, ce truc-là, il tiendra 10 000 heures.
C'est généralement donné en heures et c'est généralement c'est un temps moyen. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber en panne, ça ne veut pas dire qu'il ne tiendra pas plus longtemps, mais ça veut éventuellement dire que dans un programme, par exemple, on peut admettre qu'il faudrait les changer si on veut être bien, par exemple, tous les 10 000. Je ferai un jour, je pense, une vidéo pour parler de la fiabilité dans le temps du MTBF et tout, ça c'est intéressant, mais ça sort un peu du cadre ici. Puis après, bien sûr, comme pour tout capteur, il y a comment il va être encapsulé, comment va être son boîtier, la résistance mécanique, la pression au choc. C'est très souvent qu'on veut mesurer des températures de trucs sous pression, par exemple. Ça veut dire que le capteur, de façon mécanique, on va lui dire, je sais pas, il tient par exemple 10 bars ou des choses comme ça. Après c'est toujours pareil, hein, il y a des tas de paramètres, c'est généralement ça qu'on va trouver dans le datasheet qui est associé au capteur. Quand on fait quelque chose, c'est important de regarder tous ces paramètres, sachant que il y en a, on s'en fout un peu. C'est vrai que si c'est pour faire un thermostat de salon, je vois que la gamme elle est de toute façon beaucoup plus grande, ça y est, c'est pas quelque chose d'important. Alors voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu donc les différents types de capteurs qui existent. Et on va déjà voir un des plus connus, hein, c'est ce qu'on appelle les thermistances. Thermistances, c'est des systèmes dont la résistance varie avec la température. Il y a deux grandes familles, un CTN, CTP. Un CTN, ça veut dire coefficient de température négatif ou positif. Négatif, ça veut dire que plus la température augmente, plus la résistance diminue. Alors que en positif, ben, c'est le contraire. Ces thermistances, on veut les utiliser pour plein de choses. On peut les utiliser bien sûr comme sonde derrière pour faire, je sais pas, un affichage, quelque chose pour mesurer la température. Mais souvent on les utilise aussi pour pas mal de choses. Et en particulier les CTP, parce que les CTP, comme on voit que si la température augmente, la résistance diminue, donc le courant diminue, donc typiquement ça veut dire qu'elle va dissiper moins de puissance, donc ça va un petit peu s'autoréguler. Donc les CTP, on peut les utiliser comme régulatrice de courant, mais souvent, et ça, je vais pas en parler plus que ça sort aussi du cadre de la vidéo, mais on va utiliser ça dans les polyswitch, les choses comme ça, hein, comme des protections généralement contre les surcourants, les choses comme ça. Ça n'empêche pas que certaines CTP, on peut aussi les utiliser comme capteurs de mesure. Les CTN, c'est pareil, hein, c'est quelque chose ça coûte pas cher du tout, on en trouve plein de sortes, et c'est utilisé soit aussi pour mesurer, mais très souvent on voyait ça dans des amplis BF par exemple, pour essayer de stabiliser le courant de repos ou les choses comme ça. Alors on va voir que certains capteurs, en particulier les thermistances, les PT100 et choses comme ça, elles ont un phénomène qu'on appelle l'auto-échauffement. C'est une résistance. Pour mesurer une résistance, généralement, soit on lui met une tension constante, on mesure le courant, ou un courant constant, on mesure la tension. Et on voit que c'est une résistance auquel on va avoir un courant qui traversant et une tension aux bornes. Donc, la puissance c'est la tension multipliée par le courant. Ça veut dire que typiquement, on va avoir ici une puissance dissipée dans la résistance, puissance qui va se dissiper en chaleur, donc qui risque de fausser la mesure. Donc pour ça, généralement, on va tout faire pour limiter au maximum l'auto-échauffement, déjà en prenant des courants faibles, mais éventuellement en mesurant par exemple avec des pics pour éviter ça, c'est-à-dire qu'on va pas, le courant, on va l'échantillonner par exemple de façon très très rapide, de façon vraiment à limiter ce phénomène. Enfin donc voilà, ça c'est un petit peu le principe. Et un autre truc qu'on va retrouver dans les thermistances, mais on va voir dans les PT100, qui sont des sortes de thermistances si on veut, hein, c'est le fait, comme on mesure une résistance, d'éliminer la résistance parasite des fils de connexion, sachant que pour ça il y a un montage très connu qui s'appelle le montage à 4 fils. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus hein, qui montrent ça. Enfin donc voilà pour ces thermistans. Généralement, c'est l'usuel, on va dire que ces boîtiers là elles n'ont pas des très très grandes gammes de température, mais il en existe qui montent assez haut. Et on peut les trouver sous plein de boîtiers, comme ça, pour plein de trucs. Ensuite, il y a la fameuse PT100, hein, donc c'est des sondes platine. C'est des systèmes qui sont très très fiables, qui sont très très précis, et qu'on va généralement trouver partout dans l'industrie quand on veut des mesures précises. Leur gamme, en gros, va de moins 200 à 500. Bon, c'est pareil, on va peut-être en trouver qui vont un peu plus loin. Enfin, généralement, c'est plutôt ça. Et pourquoi on les appelle PT100? Parce que ces sondes platine, c'est la résistance qu'elles ont à 0 degré. Donc la PT100, dit c'est 100 ohms à 0 degré. La PT1000, 1000 ohms. La PT25, voilà. La PT25, c'est souvent quelque chose de très très précis. On va trouver ça dans des laboratoires, des choses comme ça.
On va généralement trouver dans l'industrie PT100, PT1000, sachant que la PT100 c'est quand même un grand standard. Donc c'est des sondes qui sont stables dans le temps, qui sont pas très rapides en temps de réponse, qu'on va trouver pareil sous plein de boîtiers, sachant que si on les a sous cette forme là, moi j'en ai qui sont très petites comme ça, bah, elles ont très peu de résistance thermique, elles ont très peu d'inertie, donc elles répondent justement éventuellement plus vite. Je vous avais déjà montré, pour avoir une idée, mon simulateur de PT100, c'est quelque chose qui simule en fait la résistance, et ça va vous montrer un petit peu l'étendue. Donc si ici je mets mon truc en voltmètre, là on voit qu'à 0 degré, bah, j'ai bien 100 ohms. Pour vous donner une idée, par exemple, à 100 degrés, ça fait 138 ohms. Donc on voit que c'est une variation qui n'est pas énorme finalement. Si là mon truc va jusqu'à 800 degrés, on monte à 375, à moins 200, et on descend par exemple à 18. Ça c'est un appareil qui est très utile pour étalonner les PT100. Enfin voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la variation. Donc ça, c'est la valeur qui varie, donc c'est la résistance. Après on va voir tout ce qui est les sondes à semi-conducteurs. Alors ça c'est basé sur une équation qu'on trouve aussi facilement sur le net, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros qui dit que si on fait passer un courant constant dans une jonction semi-conductrice, on va mesurer une tension qui est relativement bien proportionnelle à la température. Ce qui veut dire qu'on peut très bien mesurer la température avec une diode, généralement avec une jonction de transistors. Les premiers tiroirs Tektronix, là, les DM502, typiquement, ils mesuraient ça, on mettait un 2N3904 et puis c'est ça qui faisait le capteur. Mais très rapidement, il est apparu des circuits intégrés spéciaux pour faire ça, qui, en plus du capteur, le mettent en forme. Alors, là, on a toute cette série là qui est très célèbre, les LM35, 335, sachant que le LM35, qui existe aussi, il y a aussi le LM34, ces deux circuits-là, ils sont très intéressants parce qu'ils sont faits en gros pour dire qu'ils ont 10 millivolts par degré, si je me rappelle bien, et on peut les monter facilement en disant qu'ils donnent 0 volts à 0 degré. Ce qui fait que si on met derrière un voltmètre, on a directement quelque chose qui représente la température, sachant que si je me rappelle bien, le LM34 c'est des degrés Fahrenheit et le 35 des degrés centigrades. C'est un circuit qui coûte relativement cher, qui existe aussi en différentes précisions, qui est souvent dans ce boîtier là, bien qu'il ait existé aussi en boîtier métallique, et sans doute aussi en CMS, je ne l'ai pas vu mais il doit exister. Mais c'est un circuit très intéressant. Moins précis, il y a le LM335 qui est très connu, qui existe en 135, 235, 335, et souvent le premier chiffre ici, 1, 2, 3, dit si c'est la qualité militaire, industrielle ou grand public. Et ça c'est un circuit qui lui en fait, si je me rappelle bien, il extrapole sa sortie en disant qu'il donnerait 0 degré au 0 absolu. Et après, bien sûr, il descend pas réellement jusque là, mais ça permet facilement de l'électronique qui va avec. C'est relativement linéaire, et surtout, c'est déjà, normalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quasiment étalonné de base, quoi. L'étalonnage peut considérer de régler ce qu'il y a après, mais ils sont relativement bons, ce qui veut aussi dire un capteur si le capteur lui-même n'a pas besoin d'étalonnage, l'intérêt c'est qu'on peut le remplacer facilement sans à la limite être obligé de réétalonner ce qu'il y a derrière. Donc ces deux circuits-là, je les ai beaucoup utilisés dans plein de montages. C'est des circuits qu'on trouve encore, qui coûtent pas cher et qui sont très bien. Alors maintenant, bien sûr, avec les microcontrôleurs et choses comme ça, on voit avoir des tas de circuits capteurs de température, mais qui vont offrir directement des interfaces numériques. Un Dallas Semiconductor en fait plein, avec des bus différents, I2C, CAN, enfin tous ces bus-là. Et ça c'est aussi relativement très intéressant. Si avec un Arduino par exemple on veut mesurer une température, c'est sans doute le plus simple, c'est de prendre un circuit comme ça. On trouve en plus des bibliothèques de code direct pour s'interfacer avec, et c'est très facile. Et à la fin, les fameux thermocouples. Donc le thermocouple, lui, il est basé sur un système différent, qui s'appelle l'effet Seebeck, si je me rappelle bien. En gros, qui dit que quand on met deux métaux de nature différente, qu'on relie par une soudure, selon la différence de température entre l'endroit de la soudure et ce qu'on appelle la soudure froide, l'autre bout des fils en fait, on va avoir une tension ou un courant, enfin
après on mesure comme on veut, mais qui va être proportionnel à la température. Donc tout ça, c'est le principe des thermocouples. Hein, donc voilà par exemple un exemple de petit thermomètre à thermocouple qui utilise très souvent cette prise là qui est assez normalisée. Et on voit ici d'ailleurs, hein, je l'ai mis ici en photo, mais on la voit ici, là, la fameuse soudure entre les deux. Alors, il y a il y a plein de sortes, hein, mais souvent on utilise ce qu'on appelle le type K, hein, qui est un alliage de chromelle et allumelle. Et ici, il ne faut pas se tromper, hein, tout le fil ici, c'est la même nature. Parce que justement, ici, on voit, c'est marqué type K, il y aura justement, je vais en parler, la compensation de soudure froide qui est très importante dans le produit. Donc voilà, par exemple, un petit température. Par contre, ça réagit vraiment très vite. Hein. Vous voyez, dès que je l'ai touché, ça monte vraiment très très vite en température. Alors pareil, les thermocouples, on va les trouver sous plein de boîtiers différents. En voilà un autre, par exemple, là, qui est sans doute dans de l'inox. Donc on peut éventuellement mettre dans des liquides, dans des choses comme ça. Alors les thermocouples, ils ont l'intérêt d'avoir une gamme qui est assez élevée, hein, ça va, moins 180, on peut aller jusqu'à plus de 2000 degrés. Donc ça c'est très intéressant, on va pouvoir utiliser ça dans des fours à fusion, des fours à poterie, des choses comme ça. Ça a par contre une stabilité dans le temps relativement moyenne. En fait, à la fabrication ils dérivent très vite, puis après, une fois qu'ils ont été un peu vieillis, on va dire, ils bougent pas, mais quand même, c'est pas super stable comparé à une PT100, ça n'a rien à voir. Hein. Surtout si on mesure très souvent quelque chose qui va monter, je crois, à 2000 degrés et au froid et tout, ça a quand même tendance à décaler pas mal, ce qui fait que de temps en temps, faut les réétalonner. Alors, la compensation de soudure froide, c'est quelque chose, hein, l'idée, hein, comme je dis, c'est la différence, la vraie mesure, c'est la différence entre la température ici et la température ici. Donc il faut la connaître ici si on veut bien le faire. Hein. La qualité de la mesure d'un thermocouple dépend souvent de la qualité de la compensation. Alors c'est pas quelque chose forcément facile à faire. Il y en a plein de sortes, on trouve pléthore de schémas. Des fois c'est fait un peu à la hache avec une simple thermistance. Bon, c'est pas que ça marche pas, maintenant ça sera pas tellement précis. Plus on va faire quelque chose de chiadé, mieux ça sera. Maintenant, heureusement, il existe des circuits qui font ça très bien. Par exemple, ces circuits-là, d'Analog Device, il y a toute l'électronique pour le faire. Ou carrément, hein, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, là, le Mac 6675, lui, non seulement il fait la compensation, mais en même temps, il digitalise le tout, ce qui fait qu'on l'a directement sur ça. Donc, dans mes projets que j'ai de faire des fours à assez haute température, hein, pour fondre du métal, des choses comme ça, je vais probablement utiliser ce circuit-là avec des thermocouples que j'ai achetés qui tiennent à plus de 1000 degrés, et je vais pas m'emmerder à aller refaire toute cette électronique. Enfin donc voilà, hein, l'idée c'est pas de rentrer dans le détail. Si vous voulez des détails, il y a plein de docs sur le net. Déjà sur Wikipédia, vous aurez plein d'informations sur les valeurs, les technologies, les équations, les formules et tout. Là c'était vraiment histoire de vous présenter un petit peu ce qu'on utilise généralement, hein, dans l'électronique, hein, même industrielle, hein, généralement c'est des variations de ça, sachant qu'après c'est comme tout, plus on voudra de la précision, de la fiabilité, plus ça va coûter cher. Des PT100, on en trouve des pas très chers, mais on en trouve des très 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 chers pour des laboratoires, des choses comme ça. C'est toujours pareil, hein, souvent quand même la qualité et le prix vont relativement de pair. Donc voilà pour cette vidéo du dimanche, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles découvertes.